Bonjour tout le monde, alors je suis David Renan, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, que les marchés ont été porteurs pour vous en 2023. Alors la vidéo du jour va être consacrée à une société qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 2016, entre 2016 et 2020. J'ai d'ailleurs refait un point récemment donc dans l'Edo Insight du 10 décembre 2024. Mais avant donc de vous plonger dans le sujet du jour, assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube pour soutenir mon travail. Voilà, ça m'aide beaucoup pour les algos, etc. Et puis n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Donc avant de vous parler de cette fameuse société, je vous montre un petit aperçu de l'offre Hebdo Insight. Donc l'offre Hebdo Insight, c'est quoi? C'est une newsletter donc au format vidéo. Alors la vidéo dont la durée peut varier entre 1 heure et 2 heures. Donc ça reprend un peu l'actualité de la semaine. Donc c'est une newsletter pédagogique. Donc elle refait le point sur les publications de la semaine, les publications intéressantes de la semaine qui présentent des titres qui apparaissent donc des côtés suite à cette publication. On parle aussi de news marquantes. Donc ça, c'est la partie actualité. Et après, il y a la partie agenda. Donc je refais un point sur les sociétés qui vont publier. Je fais mes estimations. Je dis qu'est-ce qu'il faut regarder. Enfin voilà, je mets en garde par rapport à certaines publications. Il y a aussi des stratégies de trading, ça c'est mis en place par José, donc il y a pas mal de stratégies de trading, des graphiques intéressants avec des points d'entrée qui sont indiqués. Il y a aussi un portefeuille de valeur long terme spécial abonné. Et il y a aussi un accès à la top list. Et par exemple, là récemment, c'était la semaine dernière, je parlais du titre Plastivaloir qui avait donc publié, donc j'avais prévenu mes abonnés, je les avais prévenus le 17 décembre, parce que c'était vraiment une publication que j'allais suivre de près, j'expliquais ce qu'il fallait regarder. Et donc la société après a publié donc ses résultats, des résultats rassurants qui ont démontré un redressement au deuxième semestre. Donc ça, j'expliquais ça dans la newsletter. Et puis j'avais des titres, j'ai renforcé le titre et derrière le titre a décollé. Donc aujourd'hui, l'objet de la vidéo, c'est pas de vous parler de Plastivaloir. Et puis oui, alors donc à quoi ça ressemble quand vous vous connectez? Là, vous vous connectez donc sur l'offre Hebdo Insight et puis vous avez sur chaque week-end, il y a une newsletter hebdo. La durée de la vidéo varie beaucoup en fonction de l'actualité. Il y a aussi un PDF qui synthétise le total. Et par exemple, sur la newsletter du 17 décembre, alors il y avait donc la vidéo. Alors ça, c'est une vidéo qui synthétisait la partie actualité et la partie agenda. Parfois, quand il y a une partie actualité qui est vraiment importante, je fais 2 vidéos. Là, il y a le PDF. Là, il y a les stratégies trading donc, de JM. Il y a la top list, parce qu'il y avait la top list, il y avait une mise à jour qui était prévue. Là, il y a des idées de trading de JM. Donc on va dire une newsletter hebdo et JM aussi le mercredi fait un point sur les graphiques intéressants via une autre newsletter. Mais tout ça c'est compris dans l'hebdo Insight. Et j'en viens au sujet du jour, c'est la biotech GenFit. Alors GenFit, moi c'est un titre qui était vraiment à la mode dans les années 2015-2020. Je le critiquais beaucoup parce qu'il y avait des résultats de phase 2 qui n'avaient pas été bons. Il y avait des analystes qui étaient à fond sur le titre. Et là, en fait, franchement, je trouve que cette biotech, donc pendant des années, je ne l'ai pas suivi. Alors, ça ne m'empêchait pas de trader cette biotech GenFit. Et là, je trouve quand même qu'elle présente je trouve moi, elle me paraît intéressante et j'en ai parlé lors de la newsletter donc qui date du 10 décembre, dans laquelle j'ai refait un point donc dans l'Hebdo Insight. Donc là, je refais un point là aujourd'hui à l'instant T sur le titre GenFit, donc là au 31-12, on est à quelques heures du réveillon. Et après, ce qui suivra, c'est un extrait de la newsletter qui parle de GenFit, dans laquelle je développe un peu plus tout ce que je vais vous dire. Là, je vais refaire un point à l'instant aujourd'hui là sur le titre GenFit. Donc si on refait un point rapide sur l'historique de GenFit, donc on regarde le graphique, donc on voit que le graphique, il y a un parcours très accidenté, avec une grosse phase de spéculation entre 2013 et 2015, puisque le PDG de l'époque donc
indique que sa molécule, l'élafibranor, pourrait soigner la NASH. Donc la NASH, c'est la maladie du foie gras qui affecte donc les personnes non alcooliques, mais surtout les personnes qui ont des régimes très riches en sucre, en boissons sucrées. Donc grosse phase de spéculation, le cours est multiplié par 30. En plus, c'est l'époque de la NASH, c'est l'époque de la mode de la NASH, beaucoup de compétiteurs, puisqu'en plus le marché est estimé entre 4 et 10 milliards de dollars par an. Donc il y a pas mal de sociétés qui s'engouffrent dans cette niche de la NASH. Et première désillusion, donc là voilà, GenFit fait rêver les investisseurs, etc. Vous allez voir, on va décrocher un partenariat, vous allez voir d'autres molécules, ce que vous allez voir, elle va soigner la NASH, etc. Première désillusion. En 2015, résultat de phase 2, échec de l'étude. Mais quand on écoute Jean-François Mounet, donc le PDG de l'époque, tout va bien. Non, ces résultats sont encourageants. On a eu dans le bras d'une étude des résultats plutôt pas mal. Donc on va lancer une phase 3. Donc augmentation de capital derrière, des promesses de partenariat, des rumeurs d'OPA, tout ce que vous voulez. Le PDG quitte GenFit juste avant la publication des résultats de phase 3, et c'est bien évidemment ces résultats de phase 3 avaient très peu de chances d'être une réussite, surtout au vu de ces résultats de phase 2. Et donc en 2020, second échec donc annoncé par GenFit, mais cette fois résultat de phase 3, donc qui ne sont pas bons. Donc le titre perd, alors là je suis en vue hebdo, le titre perd jusqu'à 75%, 15% sur la semaine, et puis après s'ensuit une longue traversée du désert, mais en parallèle quand même GenFit qui a des travaux, qui entreprend des travaux dans la CBP, dans la cholangite biliaire primitive. Et là la société donc publie de bons résultats de phase 2, des résultats de phase 2 tellement bon qu'elle finit par signer ce partenariat que tout le monde attendait depuis des années dans la NASH. Et là, finalement, GenFit annonce la signature d'un partenariat avec Ipsen, et vraiment un très très beau partenariat, puisque Ipsen a versé 120 millions d'upfront. C'est peut-être le plus gros partenariat, je crois, dans la biotech au niveau de l'upfront. Au niveau des milestones, on est à 360 millions et Ipsen devient actionnaire de GenFit à hauteur de 8% de capital. Je crois qu'ils sont rentrés à l'époque, c'était à un cours de entre 7 et 8 euros. Donc voilà, Ipsen très confiante dans GenFit, et donc ça se traduit par la signature de ce beau partenariat. Donc après, l'étude en phase 3 avance du côté de GenFit, et GenFit publie de très bons résultats de phase 3 donc dans la cholangite biliaire primitive. Logiquement, après des bons résultats de phase 2, on a de très bons résultats en phase 3. Et c'est vrai que le petit bémol, c'est que donc ces résultats sont excellents, mais qu'un des effets secondaires, c'est le bruit, donc c'est des démangeaisons. Et bien dans cet effet secondaire, la molécule ne démontre pas une grande efficacité. Et en parallèle, donc on a une société, donc GenFit, donc de bons résultats de phase 3. Et à côté de ça, on a CymaBay, donc CymaBay qui est aux États-Unis, qui a du retard par rapport à GenFit, puisque quand je dis du retard, c'est que sa phase 3 n'a pas la société. En fait, GenFit a de l'avance par rapport à CymaBay, dans le sens où elle a déjà déposé son dossier auprès de la FDA. Et donc justement, dans le communiqué du 8 décembre, c'est d'ailleurs à la suite de ce communiqué que j'en ai parlé dans la newsletter de l'hebdo Insight, on apprend que Ipsen a donc déposé auprès des deux agences de réglementation des médicaments, l'EMA, c'est l'agence des médicaments européenne, et la FDA, le dossier pour une demande d'autorisation pour commercialiser l'élafibranor, que ce soit donc en Europe et aux États-Unis. Et on apprend que la FDA se décidera le 10 juin au plus tard. Donc là, c'est vraiment, donc ça veut dire que le dossier donc a été accepté par les deux agences de réglementation. La société, donc GenFit, en plus précise qu'elle est susceptible de toucher des paiements d'étape qui pourraient s'élever jusqu'à 89 millions d'euros. Donc là, comme le dossier a été accepté, donc ils auront certainement un peu de milestone, mais le gros des milestones sera obtenu, je pense, lorsque la société donc recevra l'aval de la part des agences de réglementation, de la part de l'EMA et de la part de la FDA. Donc la FDA se décidera le 10 juin.
Et donc, c'est à la suite de cette news. Alors, en plus, Ipsen en parallèle. Alors, après, vous allez voir derrière ce qui va suivre. Donc, c'est l'extrait de l'Hebdo Insight du 10 décembre, justement, quand je parle de cette news. Et en parallèle, eh bien, Ipsen, dans ses prévisions, dans ses perspectives de chiffre d'affaires à plusieurs années, eh bien, elle précise qu'avec sa molécule, la molécule de GenFit, elle s'attend à réaliser un chiffre d'affaires de 500 millions. Donc GenFit, donc Ipsen a l'air très optimiste concernant cette molécule, concernant ses chances d'approbation, d'obtenir l'approbation de la part de la FDA. Et franchement, il y a de très fortes chances que la FDA accorde l'approbation. Mais le petit bémol, c'est CymaBay, parce que CymaBay, donc, ils ont certes du retard dans leur développement. Le développement de la molécule de GenFit et de Ipsen, elle est beaucoup plus avancée. Je pense qu'il y a peut-être 6 mois d'avance pour GenFit. Mais par contre, CymaBay donc on voit, alors CymaBay a démontré donc que la molécule de CymaBay était quasiment aussi efficace dans l'élafibranor. L'élafibranor de GenFit est légèrement plus efficace, mais par contre, l'élément important, c'est que la molécule de CymaBay parvient à soigner le prurit. Donc c'est là où on a une petite interrogation donc, par rapport à GenFit. Donc on sait que GenFit, la molécule est efficace dans la CBP, donc la cholangite. Celle de CymaBay, elle est quasiment aussi efficace, mais par contre, celle de CymaBay, la molécule de CymaBay est efficace aussi dans l'effet secondaire du prurit. Donc la molécule de GenFit est efficace donc dans la CBP, celle de CymaBay est efficace aussi dans la CBP, on va dire très légèrement moins efficace que celle de GenFit, mais par contre le gros avantage de CymaBay par rapport à GenFit, c'est que la molécule de CymaBay a démontré qu'elle soignait le prurit, contrairement à la molécule de GenFit. Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête des investisseurs? C'est qu'en fait le marché considère que CymaBay a gagné la partie donc dans la CBP, puisque regardez, si on regarde le parcours sur un an, là, on voit que la capitalisation de CymaBay a été quasiment multipliée par 3. Alors si on regarde les valorisations de CymaBay, on voit que la valorisation de CymaBay atteint 2,7 milliards. Celle de GenFit, on est à 176 millions d'euros, donc 2,7 milliards divisé par indice, on est sur 2,45 divisé par, là je suis en train de calculer, 176, on est quand même sur un différentiel entre les deux sociétés. On est sur un différentiel de 14, là pour l'instant CymaBay vaut 14 fois plus cher que GenFit. Donc visiblement le marché lui l'a tranché, il pense que GenFit c'est fini pour GenFit, qu'elle a perdu la course à la CBP. Alors moi je ne sais pas, mais par contre en tous les cas ce que je sais c'est que GenFit a de l'avance, ils ont de l'avance donc dans leur développement, dans le développement de la molécule. Ils ont déjà déposé le dossier auprès de la FDA. CymaBay est loin d'avoir fait ça. Donc le GenFit devrait avoir l'autorisation avant CymaBay dans la CBP, puisqu'on attend toujours le dépôt de dossier de la part de CymaBay. Donc GenFit a de l'avance, GenFit a un partenariat et GenFit devrait décrocher l'aval de la FDA bien avant CymaBay. Et donc justement cet aval donc il sera donné, je me répète, vers le 10 juin. Et je pense que, donc là on est aujourd'hui le 31-12, je pense qu'on devrait avoir un rattrapage de GenFit, qu'on devrait avoir un peu de spéculation avant la décision de la FDA. Alors c'est mon pari, c'est vrai que c'est un pari risqué, parce que dans le marché on peut être sûr de rien, tous les titres sont risqués, les titres du secteur biotech sont encore plus risqués, mais je pense que là, en tout cas moi j'ai des titres, j'ai pris des titres suite justement. Enfin, j'avais des titres et là j'ai renforcé donc suite à cette annonce, suite à l'optimisme de la part de Ipsen, notamment auprès de ses investisseurs. GenFit a de l'avance, GenFit a de bonnes chances d'avoir, quasiment assuré, en tout cas elle a déposé son dossier auprès des agences de réglementation largement à voir CymaBay, donc elle a de l'avance, elle a un partenariat, CymaBay est seul. Et donc, moi, mon pari sur GenFit, c'est qu'on ait de la spéculation d'ici la mi-juin. Alors, vous allez dire, la mi-juin, c'est loin.
c'est loin, mais en tous les cas, voilà, moi c'est c'est un des titres du secteur biotech que je vais suivre en France. Et lorsqu'on a eu l'annonce de la part donc de Ipsen, Ipsen a, voilà, a déjà communiqué en premier en expliquant qu'elle avait déposé son dossier auprès de la FDA, le dossier de la Fibranor de GenFit auprès de la FDA et de l'EMA. Donc elle a annoncé ça le 7 décembre. Donc moi j'ai pris des titres ce jour-là et bizarrement je pensais que le titre allait vraiment flamber. Alors on a eu quand même une augmentation du volume, on était à 575 000, donc là je pensais que le titre allait flamber, il n'a pas flambé, et puis après finalement il a flambé suite à l'annonce de GenFit, enfin flambé, le titre a pris 6,7%, et après donc ça c'était le jour de donc ça c'est le vendredi, après je sors mon Edo Insight, et après donc le titre continue, continue on va dire, ça marche en avant avec une hausse on va dire de près de 20% jusqu'au 3,8%. Et après, donc, au niveau des 3,8, on voit que là, on était, d'un point de vue graphique, on était sur une oblique baissière. Hein, là, on a un canal baissier que j'ai dessiné. Là, on voit que le titre s'approche de la borne haute du canal baissier qui joue le rôle de résistance. Donc, le titre retombe, puis finit par se reprendre. Là, donc, d'un point de vue technique, on est quand même, on va dire, on est en tendance haussière très court terme, mais qu'en tendance long terme, eh bien, tant que les cours seront dans ce canal baissier, eh bien, le titre sera orienté à la baisse à moyen terme. Et donc vous l'aurez compris, GenFit, c'est un titre que je vais suivre de près en 2024. Alors ça fait quand même quelques mois que je suis le titre. Donc je vais suivre le titre de près. On a vraiment un très gros catalyseur. Alors ça ne veut pas dire que ça va spéculer dès le mois de janvier. Bon, en tous les cas, je pense qu'en avril-mai, ça devrait commencer à se positionner, ça devrait commencer à s'affoler sur le titre GenFit. Donc j'ai une pause pour le moyen terme. Donc je vais continuer de trader le titre à très court terme. Et puis surtout, il faut casser, d'un point de vue technique, il faut casser ce canal baissier par le haut. Et derrière, cette cassure devrait donner un nouvel élan haussier au titre. Donc casser ce canal par le haut et casser aussi la barre psychologique, on va dire, des 4 euros, 0,5. Donc j'espère que cette vidéo sur GenFit vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et ce qui va suivre donc, c'est un extrait de l'Hebdo Insight du 10 décembre dans laquelle je présentais, dans cette newsletter, donc je présentais le titre GenFit, là où je m'attardais un peu plus sur le différentiel de valorisation et sur un peu même sur la psychologie des investisseurs par rapport à GenFit et aussi par rapport à Simabay. Et s'il faut bien avoir à l'esprit que Simabay venait à être racheté, eh bien c'est vrai que ça pourrait donner quand même un petit coup de mou au titre GenFit, puisque là GenFit n'est pas seul, a de l'avance un partenaire, mais par contre si Simabay parvenait à décrocher un partenariat ou venait à se faire racheter par une société, eh bien je pense qu'on devrait avoir des prises de bénéfices sur GenFit. Donc c'est pour ça que je vais suivre le titre de près. Je pense que le marché, le différentiel de valorisation me paraît excessif, mais je pense surtout que la vie boursière de GenFit va aussi être étroitement liée à celle de Simabay. Et donc là, ce qui suit, donc c'est un extrait de l'Hebdo Insight du 10 décembre dans laquelle donc, je présente le titre, où je fais des rappels sur le titre GenFit. À bientôt. Au niveau des news marquantes, GenFit a fait des perspectives actualisées suite au dépôt du dossier d'enregistrement de la part de Ipsen auprès de la FDA. Je rappelle que GenFit a signé un beau deal avec Ipsen et que c'est Ipsen en fait qui s'est chargé de ce dépôt auprès de l'OPA, de la FDA, pardon. Alors OPA, lapsus révélateur là, parce que c'est vrai qu'on peut penser que donc GenFit, je refais vite l'histoire, a publié d'excellents résultats de phase 3 dans la cholangite biliaire primitive, de très très bons résultats donc. Après par contre au niveau des effets secondaires de la CBP, donc de la cholangite biliaire primitive, il y a le prurit, et c'est vrai que le prurit, GenFit n'est pas parvenu à démontrer qu'elle le soignait, donc c'est un effet secondaire. Et par contre son concurrent direct, qui est sur la même donc indication, donc la CBP, donc son concurrent s'appelle Simabay. Simabay donc a publié des résultats donc de phase 3 qui sont un peu moins bons, légèrement moins bons que ceux de GenFit, mais par contre la molécule de Simabay est efficace dans le prurit. Donc il y a une compétition entre ces deux sociétés, sachant que GenFit a de l'avance. Elle a déjà déposé son dossier
elle a un partenaire, sachant que Simabay n'a pas de partenaire. Alors après, on peut penser que Simabay finira par se faire racheter. Mais en tout cas, dans l'esprit du marché, Genfit a perdu la partie contre Simabay, puisque regardez, Simabay n'a pas arrêté de monter depuis, on va dire, 4-5 mois, et maintenant on est sur une valorisation, donc on était sur une valorisation de 1 milliard, et maintenant on est sur une valorisation de Simabay de 2,2 milliards, alors que la valorisation de Genfit est de 159 millions d'euros, ce qui n'est rien du tout. Donc la différentiel de valorisation est de 13. Alors, est-ce que c'est justifié? Écoutez, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que moi, ce différentiel de valorisation me paraît vraiment énorme, sachant qu'en plus, Ipsen donc, a fait ses présentations à 2000, elle a présenté un plan stratégique, je crois, d'ici 2027-2028, et la société, donc Ipsen, est vraiment très optimiste par rapport à ses ventes de l'Elafibranor, donc dans la CBP. Et elle s'attend donc à vendre avec Genfit, à réaliser un chiffre d'affaires de 500 millions d'ici 2027. Alors, est-ce que c'est trop ambitieux comme objectif? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a quand même pas mal d'optimisme chez Ipsen. Avec la molécule donc de Genfit. Donc le dossier a été déposé auprès de la FDA. Donc normalement, Genfit devrait toucher des milestones, mais le montant de ces milestones n'a pas été révélé. Alors on saura probablement lors de la prochaine publication des résultats semestriels. On regardera si Genfit a rentré de la trésorerie. Si elle a rentré de la trésorerie, ça correspondra donc au milestone. Alors à moins que même Genfit finisse par nous communiquer le montant, parce que pour l'instant, ça reste confidentiel, ce niveau de milestone qui a été touché, que va toucher Genfit lors de ce dépôt du dossier. Et Genfit donc a actualisé donc ses perspectives et elle s'attend jusqu'à 89 millions d'euros de milestone en 2024. Surtout si la FDA dit OK pour la commercialisation de cette molécule. Elle touchera des milestones, et puis aussi on aura la réponse de la part de l'EMA. L'EMA, ça correspond à l'Agence des médicaments européenne. Donc pas mal de choses qui devraient se passer sur Genfit en 2024. Le titre a un peu salué ces deux nouvelles, puisqu'il y a déjà dans un premier temps, il y a eu Ipsen qui a communiqué sur ses ventes, je crois que c'était le jeudi. Et le lendemain, c'est Genfit qui a communiqué donc sur ses perspectives. Donc Genfit, sur le papier, vraiment apparaît vraiment très très peu valorisé. Et d'un point de vue technique, regardez là, c'est quand Ipsen a fait son point sur son point stratégique, le titre a grimpé de 2,85%, ce qui n'est pas grand-chose. Et le lendemain, actualisation des perspectives par Genfit, plus 6,7 dans des volumes conséquents, 1 million de titres échangés. Donc un titre à suivre de près, Genfit, un titre peu valorisé, donc j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais après voilà, franchement, je trouve que c'est peu valorisé, mais on peut être sûr de rien. Mais par contre, on peut aussi compter, si Simabay publiait d'autres données un peu moins décevantes, Genfit pourrait en profiter. Donc maintenant aussi, le cours de Genfit va vraiment fluctuer en fonction aussi des news provenant de Simabay. Et puis par contre, c'est vrai que si Simabay était racheté, donc ça voudrait dire que Simabay a trouvé un partenaire, etc. Et que ça voudrait dire que la société qui rachète Simabay est très optimiste par rapport à la réussite de Simabay. Et ça pourrait aussi impacter négativement le titre Genfit. Mais en tous les cas, Genfit a donc un titre à suivre de près. Il y a des gros catalyseurs d'ici le mois de juin 2024, puisque je rappelle 2024, c'est la FDA qui donnera son accord ou non pour la commercialisation donc, de l'Elafibranor dans la CBP, donc gros catalyseur ici. Mais aussi, il faudra bien surveiller ce qui se passe sur la société donc, américaine Simabay. Et là, pour l'instant, le marché semble avoir fait son choix. Est-ce qu'il se trompe? On verra ça, on le saura d'ici quelques mois. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'au niveau de valorisation actuelle, moi je préfère largement Genfit à Simabay, mais peut-être que le marché a déjà enterré Genfit. Il pense que Genfit échouera dans cette course à la CBP, que Genfit et Ipsen échoueront
dans cette course dans la CBP. Donc la CBP, c'est la cholangite biliaire primitive. Et ce que je rajouterais aussi par rapport à cette molécule, donc l'élafibranor, c'est que pour l'instant, donc, elle est testée sur la CBP, mais qu'elle pourrait aussi être testée dans un autre type de cholangite. Je crois que c'est la CSP. Je crois que c'est la cholangite sclérosante primitive, quelque chose comme ça.